Bonjour. Oui, je vais parler à peu près une demi-heure. Je vais essayer de cadrer un peu les choses parce que je suppose que on n'est pas tous, on n'a pas tous la même connaissance de l'œuvre de Wang-Bing, donc je vais un peu tracer quelques lignes pour qu'on soit à peu près après dans l'échange, qu'on puisse un peu se caler, disons, sur des choses. Alors, bon, pour moi, Wang-Bing, par rapport au cinéaste contemporain, c'est celui qui a le projet le plus tenace, le plus pur et dur. Wang-Bing, quelqu'un qui ne, si vous voulez, qui jamais ne dévie d'un millimètre de la ligne de cinéma qui s'est fixée. Et c'est assez impressionnant, parce qu'après tout, il aurait pu à un moment se laisser un peu séduire par les sirènes, l'argent du cinéma chinois, parce qu'il y a beaucoup d'argent pour le cinéma en Chine, mais il est intraitable. Et quand on parle de ce qu'il va faire, il sait déjà le film qui va monter dans 3 ans, donc c'est même des fois un peu impressionnant. Et le côté, voilà. Et le côté intraitable de Wang-Bing, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne jamais une fois il fait la moindre compromission. Et il a une puissance comme ça de croyance dans ce qu'il fait et dans son projet, si vous voulez, de cinéma qui reste. Enfin, pour moi, c'est le cinéaste le plus tenace sur son projet depuis qu'il est arrivé au cinéma, c'est-à-dire depuis 2003. Alors, il se trouve que moi, Wang-Bing, je le connais depuis tout début, pour un hasard qui a fait que j'étais président du jury du festival de Yamagata, par où le film, les documentaires arrivent en Asie, mais pas que les documentaires asiatiques. Et donc le directeur avait averti le jury en disant on va en baver parce qu'il y a un film de 12 heures, enfin, je sais pas quoi, et du coup on était tous un peu inquiets. Et en fait, on a été tous à peu près séduits, enfin plus que séduits, on a eu la conscience d'avoir vu un très grand film, et surtout quelque chose de nouveau, quelque chose qui jusqu'à présent on n'avait pas vu. Et donc on lui a donné sans le moindre doute le Grand Prix, et ce Grand Prix lui a permis de finir le film. Parce qu'il était dans une économie d'autoproduction quand il a fait Rose des Rails. Et après, donc, il a été invité à Paris à la Ciné Fondation, et là, dès son année parisienne, il prépare Le Fossé. Déjà, le film qu'il va faire, c'est ça. Alors, comment il est arrivé dans le cinéma, Wang-Bing, c'est déjà sur l'être de classe de Wang-Bing, qui est déjà compliqué, puisque sa mère était une paysanne et son père était un architecte. C'est quand même une configuration intéressante par rapport à son cinéma, sur construire et être sur le terrain. Donc il a fait une école de cinéma comme chef-op. Et quand il est sorti de l'école, il voulait faire comme tout le monde, c'est-à-dire il a écrit un long métrage de fiction. Et il s'est cassé le nez, il n'a pas du tout réussi à le produire. Et puis, du coup, il a eu ce coup de folie absolue, parce que quand on y pense aujourd'hui, c'est un coup de folie absolue. Il s'est acheté une petite caméra amateur. Et il est parti dans cette région industrielle et des mines, où il attendait. Et pendant 3 ans, il a filmé. Personne ne savait qu'il filmait, enfin, à part sa compagne. Personne n'attendait son film. Vous imaginez la croyance qu'il faut passer 2 ans dans une région comme ça, en disant ça deviendra un film. Heureusement que ça a marché pour lui, si vous voulez. C'est quand même un geste sur la croyance, c'est un geste initial formidable. Enfin, moi, des fois, je me l'imagine l'hiver dans la région là-haut, vivant avec les ouvriers, c'est-à-dire il n'y avait pas d'hôtel, il vivait la même vie que ceux qui filmaient, en se disant est-ce que tout ça deviendra quelque chose, si vous voulez. Donc après, évidemment, ça lui a donné beaucoup de force de caractère, et surtout beaucoup de croyance dans son projet, puisqu'après, ce film, quand même, lui a donné un crédit très grand, pas financier, mais un crédit intellectuel, et ici le film très très grand. Alors, je dis quand même 2 mots sur... c'était la première fois
alors là pour le coup dans le cinéma, qu'un cinéaste inconnu s'emparait d'une caméra amateur. Alors il a eu la chance, hein, parce qu'une caméra amateur de l'époque, ça ne tenait pas 2 ans dans le froid, la poussière, et elle n'est jamais tombée en panne. C'est-à-dire que l'outil a été absolument fidèle, sinon ça aurait été compliqué pour qu'il y ait avec une, et il était très loin de tout centre, il aurait pu... voilà. Et à l'époque, peut-être que certains d'entre vous se souviennent, l'arrivée des mini-DV, c'était la théorie française, c'était pour être au plus près du corps de l'actrice, etc. Il y a eu des tas de films sur l'intimité, si vous voulez, du geste. Et lui, il a fait le contraire, c'est-à-dire il a fait un film fort bien, avec la mini-DV, un sincèrement, de façon totalement incroyable. C'est-à-dire qu'il n'a pas cru du tout que cet outil était fait pour l'intimité. Parce que quand même, il raconte une région, il raconte une population, tout ça avec ce petit outil, et ça lui a évidemment appris beaucoup de choses, puisqu'il était seul à prendre le son, cadrer, il faisait tout seul. C'est là où il a commencé sa longue marche à lui, c'est-à-dire suivre les gens. Suivre les gens, parfois sans savoir où ils allaient, ça c'est la veine, disons, de cette époque-là. Et après, bon, sur les outils, à un moment, quand il a fait les 3 sœurs de Yunnan, il est allé dans un village trop haut, il y avait plus de 3000 mètres d'altitude, et là, il est tombé, quoi. Il a eu truc au poumon, pour aller à l'hôpital, il y avait 3 heures de route. Donc, et là, après, pendant quelques années, il n'a plus la force de filmer longtemps, comme il voulait, et du coup, il était obligé de travailler avec un ami. Il y avait un passage de relais, il donnait la caméra, et notamment le film sur la folie, c'est ça, parce que la folie, ça marche, hein, il suit des fous qui tournent comme ça, et à un moment, physiquement, il ne pouvait plus. Maintenant, il va bien, hein, je veux dire, ça a été... Moi, j'étais un peu inquiet à ce moment-là, quand il venait à Paris et tout, je le trouvais quand même bien fatigué, et là, ça y est, il a repris sur cette affaire-là, mais il a gardé quand même l'idée que chaque fois qu'il peut, il filme lui. Mais si besoin est, il y a quelqu'un qui filme aussi les images qu'il veut faire. Et si vous voulez, c'est très difficile, par exemple, à la folie, de voir les plans faits par lui et faits par son ami. C'est impossible. Enfin, j'ai essayé de faire un petit peu le tri. Et évidemment, il a quand même aujourd'hui des caméras plus... Forcément, hein, les générations de caméras sont plus du tout les mêmes qu'en 2002, quand il avait sa petite caméra. Et ça se voit dans le film d'hier, c'est-à-dire que les plans de 2005 sont mous, je veux dire, du point de vue purement technique, on voit très bien la différence entre les plans faits en 2005 et ceux faits aujourd'hui. C'est même très très flagrant, notamment sur la densité de l'image. C'était assez mou, les plans. Quand il a commencé à faire des entretiens. Alors, en fait, il y a 2 lignes chez Wang Bing parallèles. Il y a la ligne avec laquelle il a commencé notre cinéma, à l'ouest des rails. Ça consiste à dire, je vais filmer une Chine que personne filme. Et je vais filmer du coup, je vais montrer ce qu'est une Chine que les autres films ne montrent pas. Évidemment que les médias ne montrent pas, ça veut dire qu'il va dans des lieux ou dans des endroits où, si vous voulez, il est sûr que personne dans le monde a vu des images de ça. Et je pense, enfin, seulement j'adore les 3 sœurs, c'est un truc incroyable, c'est-à-dire il part s'installer très très haut avec ces gamines qui sont abandonnées un peu par leurs parents, qui vivent en autarcie dans un truc qui est extrêmement primitif, hein, c'est-à-dire le sol c'est de la terre, les cochons rentrent dans la maison, en fait. Quand même dans une Chine qui n'est pas la Chine, c'est pas une image de la Chine que la Chine a envie de montrer. Donc il a fait, dans cette catégorie, disons, il a fait L'argent du charbon, L'homme sans nom, Les 3 sœurs, À la folie, c'est la première fois qu'il s'attaque à une institution, qui est une institution
à la fois carcérale, enfin, et de traitement de la folie. Tahang, qui est quand même un film génial, puisqu'il apprend qu'il y a des problèmes à la frontière birmane et qu'il y a des gens qui traversent la frontière, mais ils ne savent pas où aller. Ce pas des gens qui viennent en Chine, c'est des gens qui savent. Il y a la guerre, d'ailleurs pendant le film on entend sans arrêt les combats, et on entend les bruits des mitraillettes et tout ça, et ils sont là, ils sont bien habillés, parce que c'est pas des pauvres, mais ils ne savent pas où aller. Ils errent sur les routes alors que le combat est à 2 km, enfin la zone de combat est à 2 km, et bon c'est un film génial, enfin c'est un film génial, notamment la séquence finale qui est un très très grand moment de cinéma, c'est-à-dire lui-même avec sa caméra. Eux, ils sont là, la nuit tombe, et ils ne savent pas où aller dormir. Et il y en a qui disent, non, le Carastella, c'est pareil. Et il y en a qui disent, non, on va aller plus loin, on a vu qu'il y avait vraiment une maison. Et lui, à un moment donné, le groupe se sépare, et lui, il faut qu'il choisisse qui il suit. Est-ce qu'il reste avec ceux qui restent, ou est-ce qu'il part avec ceux qui bougent sur le sentier? Donc, c'est un moment de pur cinéma, c'est-à-dire le moment où le cinéaste improvise absolument qui doit suivre parmi les gens qui sont en présence. Alors, bon, c'est un film sur le visuel, c'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'ils sont là, il y a la guerre, ils sont réfugiés, et ils ont des ombrelles en couleur, les femmes ont des robes somptueuses. C'est mis en scène par Hollywood. Enfin, bon, c'est vraiment un truc absolument magnifique, la dernière scène de ça. Après, il y avait Mrs. Fang, qui est un film absolument attrapé au vol. Il apprend que quelqu'un qui connaît, une vieille dame, est en train de mourir. Il arrête le tournage en cours, il part filmer la mort de cette dame. Le film a eu le grand prix à Locarno. J'avoue que ça m'a assez sidéré, parce que j'imagine ce film dans un festival, mais ça fait partie des dettes symboliques, c'est-à-dire ils se sont dit... il y avait Sayaz, le jury, tout ça, donc jamais aucun festival n'aurait pu primer ce film comme ça, qui est aussi un film. Alors, je raconte un peu, et ça c'est la voix, disons, je montre la Chine que personne montre, et je montre, surtout, je donne une image de la Chine dont la Chine ne veut pas. Vous savez que Wang Bing, aucun de ces films existe officiellement en Chine. Et le pouvoir fait comme si ça n'existait pas. Évidemment, ils sont immédiatement en DVD. Et du coup, ça se vend pas mal. Les gens qui veulent voir les films peuvent, mais c'est quand même clandestin. C'est pas en vente libre, les films de Wang Bing. Et j'ai un souvenir génial par rapport à ça, c'était quand après l'histoire de Yamagata, j'avais écrit dans les cahiers, c'était un film génial sur le Vérail, et Karmitz a dit je veux éditer le DVD. Et donc Karmitz fait un coffret assez beau, et je me souviens toujours, comme au lit, achète le coffret, et il voit que les sexes des hommes étaient floutés. Or, comme c'est des ouvriers, ils sont entre eux, ils se touchent et tout. Et du coup, tout le monde était mobilisé pour dénoncer le puritanisme de Karmitz. Et en fait, moi je savais que Wang avait fait ça par rapport aux Chinois. C'est-à-dire que lorsque ces DVD évidemment allaient arriver en Chine, et du coup, il disait, en Chine, je ne veux pas que les Chinois voient les sexes des ouvriers chinois que j'ai filmés. Donc c'est lui qui avait demandé le floutage, si vous voulez, des sexes. Donc le combat s'est arrêté aussitôt commencé, puisque en fait, c'était de la volonté même de Wang Bing qui est ce floutage. Alors ça c'est donc la voix qui évidemment cette voix est déjà dangereuse pour lui. C'est-à-dire que pour le moment il y a une espèce de compromis, disons, entre Wang Bing et le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir fait comme si ça n'existait pas. Donc il ne l'attaque pas. Les raisons sont multiples. Une des raisons, c'est que Wang Bing, maintenant, il est allé dans le festival du monde entier. Et du coup, il fait aussi des installations parce que l'art protège. C'est-à-dire, c'est comme Kiarostami, il faisait des trucs partout. Il avait des œuvres dans tous les musées, parce qu'après, c'est plus dur pour le pouvoir d'emprisonner ou d'empêcher quelqu'un de travailler s'il a une réputation internationale. Donc Wang a cette réputation internationale. C'est-à-dire que du coup, les Chinois savent que s'ils s'attaquent à Wang Bing, dans le monde entier, quand même, ça va protester.
Et après tout, pour eux, c'est pas bien dangereux, puisque les films ne sont pas officiellement en Chine. Voilà, mais avec quand même des choses pour moi très étranges, c'est que quand ils tournent le fossé, c'est clair que forcément, le pouvoir chinois le savait. C'est-à-dire, le fossé, c'est une fiction à partir de ce qu'on a vu, à partir du camp, comme ça. Et donc, il y avait quand même une équipe, il y avait 20 figurants, il fallait bien qu'ils mangent, qu'ils dorment. Donc, le pouvoir chinois a su qu'ils tournaient ça, mais il en laissait faire. Et il n'y a pas eu il faisait gaffe, mais si vous voulez, il n'y a pas eu de contre-attaque du pouvoir par rapport au cinéma de Wang Bing. Alors maintenant, il est plus. Parce qu'en fait, il est en train de préparer un film de 12 heures sur les témoins sur la révolution culturelle. Et ça, c'est la chose dont on ne peut pas parler. C'est-à-dire, le pouvoir chinois, du coup, là, il sera vraiment en danger. Et là, le statu quo va s'arrêter. Parce qu'en fait, ce dont il parle là, dans Family, dans le fossé, dans les âmes mortes, c'est quelque chose qui n'est pas refoulé par les Chinois. Les Chinois disent on est allé trop loin. La théorie officielle, c'est on est allé trop loin. On a fait des conneries, etc. Mais ils ne disent pas ça n'a pas existé. Ils ne disent pas, vous voyez, c'est un truc, c'est un statut, ces événements ont un statut historique officiel. Et la seule chose que les Chinois disent, c'est on a exagéré. La thèse officielle, c'est bon, mais dans le fond, c'était pas. Donc là, pour le moment, ça va, même les âmes mortes, ça va. S'ils s'attaquent à la révolution culturelle, ce sera plus dangereux. Et là, ils risquent de perdre le statu quo aussi. On ne peut pas en parler en Chine. On ne peut même pas prononcer les mots. C'est le truc absolument interdit et tabou. Donc s'il s'y attaque, là, évidemment, moi, s'il ne tourne pas en Chine, il ne tourne plus. Je veux dire, c'est pas un cinéaste qui peut venir faire un film français. C'est la Chine, son seul sujet sur l'inspiration. Du coup, c'est vrai que c'est assez grave pour lui de se mettre en danger pour parler de. Parce que la révolution culturelle, bon, je remets un peu les dates. Si vous voulez, ce qu'on a vu hier, vous avez vu, ça se passe en 59-60, à peu près. 59-60. La révolution culturelle, c'est bien plus tard, c'est 66. Le début de la culturelle, c'est 66. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça, c'était finalement, c'était. Si vous voulez, Mao Tse-tung avait dit il faut secouer tout ça, critiquer vos patrons, critiquer, etc. Évidemment, après, ceux qui ont critiqué sont retrouvés dans les camps, mais c'était pas directement politique. Alors que la révolution culturelle a été directement politique, et c'était juste une partie des dirigeants qui voulaient la peau de l'autre, si vous voulez. C'était réellement quelque chose qui avait un objectif politique, où Mao voulait récupérer le pouvoir qui était menacé par d'autres parties du parti. Enfin, voilà. Que là, pas du tout. Si vous voulez, là, c'était. Ça veut dire que s'attaquer à l'autre sujet, c'est beaucoup plus complexe aussi. Parce que là, finalement, c'est pas. Quand on voit les Allemands, on comprend très bien, si vous voulez, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, les Allemands, ceux qui enferment appartiennent à la même communauté que les enfermés. C'est-à-dire que les enfermés partagent la même idéologie que les enfermants. D'ailleurs, on voit, il y en a deux qui disent je suis parti, j'étais content de partir pour me rééduquer. C'est-à-dire, il y avait une idéologie de la rééducation qui était partagée par les deux, et à la fin, vous avez bien vu ça dans le film aussi, c'est que quand il n'y a plus vraiment de quoi manger, finalement, les enfermants étaient à peu près au même régime que les enfermés. C'est-à-dire que aussi, ils ont été en danger de mort, si vous voulez. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec, si vous voulez, l'enjeu politique de la révolution culturelle. Ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même, évidemment, des prémices. Enfin, c'est clair que le camp a créé. Alors aujourd'hui, Wang dit que cette affaire du camp, la Chine, évidemment, et c'est quand même qu'on n'en parle pas le moins possible, même si ce n'est pas tabou. Et Wang dit qu'il y a quand même beaucoup de gens en Chine qui ont eu des parents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont directement concernés par le sujet. Et il dit, moi je travaille un peu pour eux, et alors bon, là il est très désabusé. Il dit, les jeunes s'en foutent complètement. Il dit, les jeunes,
chinois, ils veulent surtout oublier tout ça. Ils ont fait l'option de l'amnésie et ils veulent plus du tout entendre parler de passé, la révolution culturelle ou l'histoire des camps. Et lui, ça lui fait un peu mal, si vous voulez. Et c'est assez vrai. Moi, je vais parfois en Chine pour faire des cours à Pékin et tout ça, et c'est vrai que les jeunes Chinois. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que les événements-là, ils ont lieu en 59-60. C'est-à-dire, c'est le moment en France où arrive la nouvelle vague. Ce qu'on voit là se passe exactement pendant la nouvelle vague. La nouvelle vague a été aussi un mouvement amnésique sur la société de consommation. C'est le même moment, si vous voulez. À la fin des années 50-60, la société de consommation arrive et les jeunes disent on n'en a plus rien à faire de la guerre, on n'en a plus rien à faire de la famille. Je ne parle pas de celle d'Algérie, je parle de la Grande Guerre. On sort de l'après-guerre et on veut oublier et on veut être gai, vivre et consommer. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Chine. C'est pareil, enfin, c'est assez impressionnant. La soif de fric et de consommation des jeunes chinois, je veux dire, ça dépasse ce qu'on peut voir en Europe. C'est un truc, voilà. Ça veut dire que finalement, ce qui se passe aujourd'hui en Chine, ça ressemble pas mal à ce qui se passait en France. Je parle dans la société, pas que dans le cinéma, en 58, 59, 60. Et l'amnésie pour vivre bien, l'amnésie pour oublier un passé qui est considéré comme vieilleux et dont on ne veut plus rien faire. Après, dans la nouvelle vague, évidemment, Godard, lui, va faire le chemin contraire. Après, il va faire des films entièrement contre l'amnésie, mais au départ, il y a un peu le dissonant, mais au départ, c'était quand même, les films de vague étaient quand même l'éloge de la consommation, de la gaieté, de l'oubli du passé. Donc évidemment, lui, Wang, il est un peu déçu par ça. Alors sur le statut de Wang en Chine, donc moi, quand j'y vais, je rencontre évidemment plutôt des étudiants, des cinéastes. Si vous voulez, il y a encore 4-5 ans, on ne pouvait pas parler de Wang. C'est-à-dire les oreilles se fermaient, comme s'il y avait quelque chose, il ne fallait pas parler de Wang Bing. Et maintenant, ça a beaucoup changé. Je suis allé il y a 1 an, et parce que les Chinois, ils posent toujours la même question, c'est-à-dire quels sont pour vous actuellement les grands cinéastes chinois. Et moi, je dis, pour moi, national, c'est Wu Xiaoxian, Wang Bing, les deux. Et là, je vois bien qu'ils connaissent Wang Bing. Je vois bien que la cote de Wang Bing, si vous voulez, le cinéma de Wang Bing a le droit d'exister. Y compris chez des étudiants qui font des écoles de cinéma un peu officielles. Donc ça a beaucoup progressé sur ça, alors que le pouvoir, lui, n'a pas bougé de iota sur l'idée. Wang Bing ne peut pas demander un yen au pouvoir chinois, au pouvoir culturel. Il produit ses films depuis l'étranger, essentiellement depuis la France, Rotterdam, enfin des places comme ça. Il y a un peu d'argent, ça coûte pas cher, les films. C'est pas très difficile à produire, disons, pour des étrangers. En tout cas, grand changement par rapport à ça. Alors, est-ce qu'après le pouvoir va suivre? C'est moins sûr. Même si, je pense, je continue à penser, si vous voulez, que la Chine ne peut pas d'un côté être ultra-libérale, la consommation et tout ça, et en même temps garder la même politique culturelle dure. C'est assez contradictoire. Enfin bon, on verra, mais... Et en plus, comme ils ont fait déjà des conneries sur des artistes, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de recommencer. Et qu'on parle mal de la Chine, parce qu'après tout, les artistes du pouvoir central n'ont pas grand-chose à faire. Et pour eux, c'est l'économie. Et de changer un peu le rapport, les rapports de production et de consommation. Alors, je suis un peu le fil là de cette histoire des camps, qui est quand même une obsession chez Wang Bing. Déjà, quand il après Osderaï, il obtient une bourse de la Ciné Fondation, il vient vivre 1 an à Paris pour écrire. Et moi, je le voyais beaucoup à ce moment-là. Et un jour, il m'a raconté le film qu'il voulait faire. Il me dit, tu sais, il y avait un camp dans le désert de Gobi où on a envoyé les intellectuels pour les désintoxiquer, pour les rénover. Et il me disait, il y a beaucoup de morts
Mais lui, la thèse de Wang Bing, c'est que c'est pas, ça n'a rien à voir avec le cas d'extermination. Le pouvoir chinois n'a jamais voulu tuer ces gens-là qu'on avait déplacés là, c'était vraiment une toute de rééducation. Mais ils ont, si vous voulez, le malheur a fait qu'il y a eu dans la région, le désert de Gobi, en plus c'est pas un endroit très riche, il y a eu une grande famine. Évidemment, les paysans du coin ont survécu, mais eux, ils avaient aucun moyen de production, parce qu'on voit bien qu'ils leur faisaient planter des graines l'hiver par moins 30 degrés. Bon, c'est clair qu'il n'y avait aucune chance de. Et du coup, si vous voulez, le camp s'est trouvé en situation de pénurie de nourriture. Donc c'est pas, si vous voulez, c'était pas une politique du gouvernement de dire on va leur donner 250 grammes de céréales par jour. C'est qu'il n'y avait pas plus. Et à un moment donné, l'un des cadres dit eux, ils avaient 400. Mais finalement, si vous voulez, les autres avaient 250 et eux 400. Ils ont vécu la même pénurie de vivres que les enfermés. Donc, il n'y a pas eu volonté d'extermination, vraiment pas. Hein. C'est d'ailleurs, on comprend ça. C'est pour ça que la comparaison avec les camps de concentration est très très fausse, parce que c'était le contraire de camps d'extermination. C'était vraiment des camps de rééducation, c'était réel, si vous voulez, ça. Et les rapports, évidemment, ce qui est très bien, c'est que les rapports entre ceux qui gardaient et ceux qui étaient gardés n'était pas un rapport, c'était le contraire de, si vous voulez, des nazis et des juifs. C'est-à-dire ils apportaient la même communauté, la même idéologie. Et il n'y avait pas, on le voit bien parce que quand le cadre parle à la fin, on se rend compte que c'est le contraire de quand Lasman fait parler un nazi. C'est le contraire absolu. C'est-à-dire le cadre, il comprend, il dit ouais, on a été nuls, il y avait. Enfin, et on comprend que lui, il fait partie de la communauté. C'était la même communauté, les gardiens et les gardés. Évidemment, par rapport à ça, c'est radicalement différent des cas de concentration. Et quand, évidemment, tout le monde dit toujours à Wang Bing, ton film, ça ressemble à. Enfin, c'est comme le Shoah, il ne dit pas du tout. En plus, il n'y a pas que ça, j'en parlerai, il y a aussi l'énonciation. La façon dont il parle aux gens n'a rien à voir avec ce que de Masman dans son film. Dans ça. Et lui, il dit, mon vrai modèle, c'est très surprenant, il dit, c'est Jean Eustache. C'est le film sur sa grand-mère. Il dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire comme Eustache. Je veux avoir la même position par rapport à ce que je filme que Eustache. Ce qui est assez troublant, parce qu'on ne s'attend pas que, comme si les Chinois disent, moi, c'est Eustache, mon modèle de filmage. Alors, il écrit ce scénario. Il écrit une fiction qui après va devenir le Fossé, si vous voulez. Mais comme c'est quelqu'un qui est très sérieux, et comme je lui ai dit un jour en plaisantant, finalement, je pratique la pensée de Mao, puisque ça il dit il faut enquêter d'abord. Donc c'est quand même le slogan essentiel de Mao Tse-tung. Et il dit je ne vais pas faire un film si je ne vais pas enquêter. Et du coup, il commence très tôt, en 2005, hein, c'est-à-dire il a connu un peu le succès en 2004, hein, c'est-à-dire tout de suite, il commence à, chaque fois qu'il peut, enregistrer des témoignages. Y compris pendant, ça va durer jusqu'en 17, hein, c'est-à-dire il va, pendant 14 ans, chaque fois qu'il peut, c'est ce qu'on a vu hier, hein, il enregistre des témoignages dès qu'il rencontre quelqu'un qui a été dans le camp, il le filme. Et finalement, on voit bien que les gens qui demandent de parler parlent vraiment, et parlent avec une précision incroyable. C'est-à-dire, moi, ce qui me sidère, c'est que... bon, il y a un truc génial dans ce film, c'est que vous imaginez s'il n'y avait pas ce film. L'histoire s'écrirait en disant, oui, on a pris voilà, les intellectuels, on les a mis dans un camp, puis ils sont morts de faim, etc. Vous imaginez toutes les informations concrètes, incroyablement pratiques. Bon, parce qu'à force de suivre les descriptions, on sait absolument tout sur la soupe, les difficultés à chier, il y a tout. On peut faire. Et du coup, vous imaginez, pour écrire l'histoire, s'il n'y avait pas le film de Wang Bing, ce ne serait pas la même histoire. Et en plus, vous avez vu que bon, le film est très bon parce que
les informations se regroupent, et se regroupent sans contradiction. C'est-à-dire, très souvent, quelqu'un dit on avait 250 grammes, l'autre dit on avait 250 grammes. Si vous voulez, il n'y a pas de divergence entre les récits, mais évidemment, comme c'était une période extrêmement traumatique pour ceux qui l'ont vécu ou leurs proches, les détails sont incrustés avec une précision comme ça, au scalpel, c'est-à-dire tous les détails arrivent, et on voit finalement. Alors, il commence des entretiens. Pour l'instant, il fait par Jean Charbon, l'autre sans nom. Si vous voulez, il mène toujours les deux voies en parallèle, dans le public. Et là, si vous voulez, il fait le fossé en 2010, c'est-à-dire depuis 2004, il avait le projet de faire le fossé. Et le Feng-Ming, il le fait en 2007 parce qu'en enquêtant, il tombe sur cette femme qui a écrit un très grand livre sur le cas, qu'il a vécu. Et du coup, il fait un très long entretien avec elle, le film de conclusion, c'est Pure Michou de Feng-Ming, et elle le raconte, parce que ce qui est très beau dans Feng-Ming, c'est que c'est une vie humaine, c'est-à-dire pas d'une longueur démesurée, et elle raconte toutes les phases de la politique chinoise. Et elle va jusqu'au bout, après, elle connaît la révolution culturelle, etc. C'est une espèce de... Et cette femme, comme elle a travaillé toute sa vie sur ça, et que c'est un écrivain, elle parle, on a l'impression que ce qu'elle dit est écrit, parce que dans sa tête, les mots c'est fluide, c'est précis, donc c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est un très très grand film. Donc ça, c'est en 2007, et en 2010, il s'attaque enfin à la fiction, qui est le faussaire. C'est une fiction filmée comme un documentaire, c'est-à-dire c'est une fiction, c'est à peine une fiction. Et il y a le souci incroyable que tout soit absolument, si vous voulez, par exemple, les couvertures. On parle beaucoup des couvertures dans le film, puisque c'était le linceul des morts, puisqu'après ils n'avaient plus le temps, il a fallu les enterrer, donc on mettait la couverture autour du mort, on l'attachait et on le sortait, on allait le mettre dans les dunes. Et donc, quand on voit ce film, dans un autre film, on verrait que les couvertures sont bidons, qu'elles ont été salies par l'assistant. Là, on dit tout est authentique, quoi. Et pour ajouter à ça, il a fait des choses. Si vous voulez, il a pris des gens qui avaient vraiment vécu le camp. Évidemment, comme ils ont vieilli, il leur fait jouer des rôles de gens plus vieux que ce qu'ils avaient à l'époque. Mais il y a dans le film, dans la population de la grotte, des gens qui ont vraiment vécu ça. Donc, évidemment, il se tient. Alors, c'est un film magnifique. Mais évidemment, quand un cinéaste fait la même chose en fiction et en documentaire, et comme la fiction arrive après, le documentaire, ça a été un peu une déception pour beaucoup de gens. Et alors, évidemment, ça a ranimé le vieux débat lanzmannien, qui est ce qu'on a le droit de fictionner un camp, faire quelque chose. Alors, et moi, j'ai toujours eu envie que Lanzmann voit ce film et en parle. Alors, il a sans doute vu, il n'en a jamais parlé. Parce que ce film contredit l'interdit de Lanzmann. Ce film prouve qu'on peut faire une fiction. Enfin, évidemment, c'est pas une fiction très fictionnante, mais on peut raconter en fiction quelque chose qui a été horrible. Alors, évidemment, il y a des choses très communes par rapport à ça. Et sur le camp il y va avec crudité. Par exemple, un truc qui a vraiment existé dans les camps de concentration, c'est que les gens mangeaient le vomi des autres. Parce qu'il y avait encore de la protéine. Là, il le filme. Donc, c'est évidemment assez hard à voir. C'est-à-dire qu'il filme des choses qui ont été communes, disons, au camp de concentration et au camp ici, simplement sur la faim. La faim étant quand même le sujet principal. Tout le monde dit on était mort de faim. Il parle de ça. Alors, il continue à enregistrer des témoignages. Et l'année dernière, il commence à monter ce film, c'est-à-dire des heures et des heures de témoignages. Il n'y a pas tout, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres
Enfin, si vous voulez, c'est qu'il a pas mis tous ces rushs dans le film qu'on a vu, il y en avait beaucoup d'autres, donc il fait une vraie construction du film, et il continue. C'est un peu comme Godard aujourd'hui, c'est-à-dire il continue voilà, à manger les choses, parce que c'est ça. Évidemment, son moteur principal, c'est ça, c'est de raconter la Chine du présent, mais essayer de rendre compte de comment la Chine du présent, finalement, on ne peut pas vraiment bien la comprendre sans la Chine du passé. Enfin, le passé proche, le passé de la révolution culturelle, des camps, etc. Donc il continue dans cette ligne-là et il parle d'un film de 12 heures qui serait le prolongement de ça plus tard, après, dans les années 60, si vous voulez, c'est-à-dire le moment où commence la révolution culturelle. Bon, je dépasse mon temps, je parle un tout petit peu du film d'hier, ce qu'on peut comprendre de Wang Bing, si vous voulez, de son geste de cinéma en voyant le film d'hier. D'abord sur le choix des personnes, d'abord les deux parties ne se ressemblent pas. Hein. La première est très carrée, comme ça, c'est le dispositif de l'entretien. Et la deuxième partie est beaucoup plus bizarre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des quand il filme, par exemple, ce type-là qui est complètement, qui l'agresse, qui lui dit qu'est-ce que tu veux savoir, tu fais chier, je vais rien à dire, etc. C'est le seul qui agresse Wang Bing, et là il le filme, c'est le type qui ressemble à Jean Genet, on va appeler comme ça, et il le filme comme il n'a jamais filmé, c'est-à-dire il filme un contre-plongée, juste la tête, le crâne, comme ça, c'est un peu flou. J'adore ça, hein, c'est le contraire du cinéma, c'est le contraire d'Arte, si vous voulez, c'est-à-dire si les conditions sont pas faciles, ben c'est un peu flou, et souvent c'est très beau quand c'est un peu flou, enfin, sur l'impact, si vous voulez, que le plan a sur nous. Parce qu'on va dire que c'est pas un flou esthétique, on voit que c'est un flou du moment où il est en train de finir. Alors, le choix, il garde pour la fin les deux cadres. Parce qu'avant, on n'a entendu que les victimes. Et il garde pour la fin les deux cadres. Et c'est passionnant, parce que les cadres, on se rend compte que finalement, ce n'étaient pas des tortionnaires, et qu'ils n'essayent pas de se dédouaner. Ils disent pas, ils disent il n'y avait plus à manger. À manger, donc nous, on s'en gardait un peu plus, mais finalement, on était. Voilà. Alors, la grande différence aussi avec les camps de concentration, c'est que la famille pouvait venir rendre visite aux gens qui étaient enfermés, amener de la même si on voit qu'il y avait un peu de perte, mais amener de la nourriture, des couvertures, etc. Si vous voulez, ce n'était pas une prison. C'était là, les gens venaient purger une peine de rééducation, et voilà. Donc là, on voit très bien si vous voulez, les grandes différences. Donc, il fait parler à la fin les deux cadres, parce que tout le monde se dit, ouais, ça devait être des horribles tensionnaires, et puis en gros, ils sont comme les autres, à peu près. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de très très grande différence, en tout cas, sauf qu'ils ont survécu, ainsi que ceux qui étaient cuisiniers. Là, on comprend que pour survivre, il faut être cuisinier, parce que du coup, ils mangeaient quand même un peu plus que les autres, même s'il y en a un qui pose très bien le problème, il dit finalement, quand on mangeait plus que les autres, on tuait les autres, puisque finalement, on prenait des protéines qui auraient pu peut-être faire survivre d'autres gens qui étaient en très très mauvais état. Alors, le dispositif parce qu'on a, enfin, c'est comme toujours, c'est-à-dire tout le monde simplifie toujours tout, on dit c'est toujours pareil, mais à chaque fois il filme les gens. En fait, c'est absolument fou, c'est une variété incroyable des dispositifs de filmage. Il y a très peu de scènes qui seraient sur un dispositif unique. Et il a j'adore ça chez lui, c'est-à-dire il a une espèce de, comme ça, on a l'impression que voilà, c'est cadré, la caméra est face à la personne que vous interviewez, et en fait c'est pas vrai, il y a toujours des petits... D'abord il y a des perturbations qui viennent du champ,
il entend les enfants, on ne les verra jamais, etc. Il y a des visiteurs à un moment qui viennent et le type qui attendait un moment, j'arrive, celui qui est interviewé, et surtout sur le cadre. C'est-à-dire sur le cadre, le principe c'est un peu le cadre fixe, mais il déroge sans arrêt. C'est-à-dire que par exemple si quelqu'un arrive, il laisse, c'est ce que on disait tout à l'heure, il laisse sortir, quelqu'un sort du champ, il laisse sortir du champ et la caméra est impassible. Et puis avec un peu de retard, il va quand même voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'énonciation, elle est totalement instantanée et personnelle. C'est pas une décision, c'est pas trop, je veux dire, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il laisse toujours une marge il se laisse une marge d'improvisation et de liberté, même si, évidemment, le dispositif est quand même très, très rigoureux. Et il y a des choses très bizarres dans ça. Et je prends un exemple, parce que je trouve que la première scène est géniale sur ça. C'est la première scène, il y a un monsieur qui parle, puis il y a sa femme à côté, muette. Je vous parlerai après un peu des hommes et des femmes, mais si vous voulez, et on se dit, bon, elle va écouter, à un moment donné, elle essaye de parler, il lui dit, tais-toi, tu y étais pas. En gros, tu ne vas pas parler du cadre, tu y étais pas. Et après, chaque fois qu'il coupe, il modifie le cadre. Le cadre d'après n'est jamais tout à fait le même. Et à un moment donné, elle n'y est plus. Après, elle revient, elle est à moitié coupée par le cadre. Et puis à la fin, il les cadre tous les deux en même temps. Et c'est une façon pour lui de donner la parole à la femme. Bon, le mari l'interrompt sans arrêt, mais elle arrive quand même un peu à parler. Et il y a d'autres cas dans le film, notamment il y a cette scène géniale où le type sa femme elle est derrière, on ne sait pas si elle dort ou pas. Elle est au bord du cadre, comme ça, et on se dit elle dort parce qu'elle a les yeux un peu comme ça, et en fait on voit bien qu'elle dort pas. Après, bon, évidemment le choix est simple, c'est-à-dire soit c'est les femmes qui parlent, comme à la fin, cette femme qui raconte tout de son qui rappelle un peu Feiglin, mais c'est un peu le même personnage, et là elles sont au centre de l'entretien, soit elles sont un peu sur les bords, sur les côtés, avec ce qui est quand même assez intéressant, puisque c'était quand même des gens politisés qui en ont bavé, mais c'était des petits bourgeois, puisque c'est que des intellectuels à peu près, les gens qui étaient dans ces camps. Et du coup, soit la femme, elle est au centre, soit la structure, disons, japonaise fait que la femme, quand même, elle ne va pas parler en même temps que l'homme. Elle ne va pas parler, si vous voulez. Il y a aussi le fait que, évidemment, l'expérience était faite par des hommes. Dans ce film-là, c'est que, et par contre, après, quand la femme est au centre, elle est au centre. Il n'y a pas de comment dire, de contamination par la présence de noms quelconques. En tout cas, c'est assez intéressant à étudier le rapport homme-femme dans la série, en fait, des enfants. Alors, le dispositif pose une question, c'est quelle est la présence de Wang Bing dans son film? Présence physique. Alors, il y a des choses très, très discrètes, il y a l'ombre. Du coup, souvent, on voit sa petite caméra, etc. Mais ça, c'est parce qu'il filme comme ça, en direct, et évidemment, il ne peut pas cacher l'ombre de sa caméra. À un moment, il y a un truc sur la cigarette. Quelqu'un lui donne une cigarette, on voit sa main. Et puis, il y a ce plan très étrange, parce que c'est le contraire d'un narcissique. C'est qu'à un moment, il est dans cet appartement, la femme sort à droite, et il se filme dans le miroir. Et assez longtemps, c'est pas juste un truc comme ça qui passe. Et il prend le temps de se filmer, ce qui m'a beaucoup surpris, parce que c'est pas du tout son style, disons, habituel. Et puis à la fin, bon là c'est quand même magnifique, quand il parle avec le cadre, il se met dans le cadre en entier, à égalité avec le cadre, pour dire je me dédouane pas, c'est le contraire du plan de Lanzmann quand ils vont filmer en douce le nazi. Donc la caméra est dans un cabas, Caroline Champetier, et lui il provoque le nazi, etc. C'est le contraire absolu, c'est-à-dire il veut être franc et à l'égalité, il pose les mêmes questions. Il n'y a pas le côté un peu pervers, disons, de Lanzmann, enfin, sur les questions, sur la façon de Lanzmann, ce qu'il veut, c'est que les choses sortent. Et pour ça, il est prêt à mentir. Notamment, enfin, il y a une scène géniale chez Lanzmann, c'est quand il va en Pologne et qu'il essaye de faire dire aux gens du village que les Juifs, c'était vraiment des riches, des nuls, que finalement
évidemment, c'est bien fait pour eux. Il y arrive presque. Évidemment, là, on est très très loin de une loyauté absolue dans la question, toujours. C'est-à-dire, n'essayez pas de faire dire des choses qu'ils voudraient entendre aux gens qui l'interrogent. Et du coup, les questions sont toujours sèches, concrètes, précises. Ça n'induit jamais une posture, ça n'induit jamais un discours, si vous voulez. C'est-à-dire, l'idée de Manville, c'est surtout pas, je ne fais pas un film politique, au sens, enfin, je ne fais pas un film où je ferai naître dans ce que me disent les gens un discours. Je veux de la description. C'est Eustache, parce que du coup, c'est ça son modèle par rapport à ça. Alors après, bon, vous avez vu, il pratique une chose que j'aime bien dans ce film, c'est que comme c'est des plans très longs, par moment, il est obligé de couper dans le plan, et il met un tout petit noir. Il met un plan noir très bref, qui fait qu'on voit la coupe, il ne la cache pas, il ne fait pas évidemment une horreur de fondu, je ne sais pas quoi, et en même temps, c'est à la fois présent et léger. Il n'insiste pas non plus sur le fait qu'il coupe, mais c'est quand même très loyal de dire là, j'ai coupé. Je suis passé d'un plan à un autre. Un truc qu'il avait déjà fait des filmings, c'est-à-dire que parfois, comme c'est très long la prise de vue, la lumière baisse et il ne touche pas au réglage. Il y en a un, en fait, il est tout mort. On ne le voit presque plus, c'est-à-dire l'idée c'est que la lumière baisse, je ne vais pas ouvrir le diaph. La lumière baisse, je montre que le temps a passé, que la lumière baisse, et il n'essaye pas de rattraper, si vous voulez, la perte de lumière sur les visages. Alors bon, j'adore les plans où il est mis en défi par celui qui parle, notamment le catholique fou là, qui bouge, qui fait du théâtre et tout, et lui, du coup, son dispositif de fixité ne peut plus marcher. Et du coup, mais il le fait naïvement, c'est-à-dire il ne se dit pas je vais couper, je vais rattraper, etc. Voilà, il rattrape avec souvent la caméra rappe un peu, si vous voulez, c'est-à-dire c'est pas clean, parce que c'est pas son propos. Il veut montrer la perturbation que lui cause l'agitation de celui qui est devant et là-dessus il est très très fort. Parce que de ce coup, quand il a affaire à des gens qui restent assis et qui parlent, il a moins besoin d'avoir des réflexes. Quand il y a des choses qui le surprennent, il a besoin de réflexes et il les a. Mais c'est des réflexes à lui, ce n'est pas des réflexes professionnels d'un chef-op qui dit oui, je vais suivre, etc. Oui, après, bon, ce qui est quand même, je parle là un peu plus de. Après, j'arrête. C'est ce qui est très très beau, je trouve, dans la série, c'est le fait qu'il y a le niveau de la réalité, le plus concret, le plus trivial. Et puis, il y a évidemment, dans un événement comme ça, l'importance centrale du symbolique. C'est-à-dire toutes les choses du symbolique, elles arrivent tout de suite. C'est-à-dire l'écriture, les choses écrites. Parce que la femme, à la fin, elle dit c'est le seul manuscrit que j'ai de mon mari, quand elle ouvre le livre, etc. Et après, bon, il y a la scène très très belle où il essaye de déchiffrer le nom du mort écrit en rouge sur une pierre, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la trace écrite est central dans le film. Les généalogies, c'est-à-dire lui d'où il venait, qui était son prince. Puis les familles chinoises sont des familles assez grandes, si vous voulez, c'est pas des familles trop raccourcies. L'argent, c'est notamment sur le symbolique, c'est dans la scène de l'enterrement, quand on brûle de l'argent, c'est une offrande aux morts, alors que l'argent, bon, ils n'en ont pas forcément beaucoup. Les noms, c'est très important, les noms des gens. C'est-à-dire, et souvent, que ceux qui sont un peu vieux ont du mal, mais tant qu'ils n'ont pas trouvé le nom,
ils ne sont pas contents. Il faut qu'ils trouvent le nom, parce qu'évidemment, le nom, c'est l'existence symbolique de démons. Même s'ils les ont pas connus de façon très, très précise. Voilà, donc, dès qu'il y a du symbolique, ça devient très important pour tout le monde dans le film, enfin, dans ceux qui parlent, et lui dans le filmage, y compris donc, le plan final là, qui est quand même absolument magnifique quand il cherche, quand il se promène sur le site et qu'il y a des morceaux d'os et de crâne, etc. Et c'est un plan pour moi absolument génial, c'est-à-dire qu'un mauvais cinéaste aurait cadré le crâne au milieu, etc. Et lui, même en filmant les restes, il filme la dispersion. Il ne les recentre pas, si vous voulez, il ne se dit pas. Et du coup, souvent, il y a un ossement là, un ossement là, un ossement là, et il n'y a pas de centre. C'est-à-dire, c'est un regard comme ça, il respecte, si on peut dire, la dispersion. Donc le cinéma, il aurait été très facile de centrer, si vous voulez, un os, un crâne, etc. Il ne le fait jamais. C'est-à-dire, on voit les choses qui sont éparpillées, mais il les garde éparpillées. Il garde le sentiment que tout ça a été disposé par hasard, même si le hasard fait des choses très bizarres. C'est-à-dire qu'il y a des os qui font la croix, vous savez, il y a des os qui se sont... Le temps a fait qu'ils ont pris des configurations un peu étranges. C'est pas juste d'éparpillement comme ça, gratuit. Voilà, j'ai trop parlé, c'est vous qui parlez.